Viens ici que je te bute, enculé. Et on donne ça, gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail? Salut tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi et qui dit vendredi dit... Sodomie. Ah non, et tu peux pas dire ça, on va avoir des ennuis. Bon alors on a quoi aujourd'hui au programme les gars? Un tueur d'OGM, une icône marvélienne et un reptilien dont la queue non censurée a fait fantasmer plus d'une bourgeoise. Ah bah c'est qui ça? C'est Billy Joel qui en 1983 nous a sorti cette œuvre magistrale. Vous savez que c'est la chanson la plus utilisée dans les films porno des années 80? Ah non, je savais pas. Eh ben je vous le dis les gars. Bon allez, envoyez le bousin. Attention mes loulous série culte, Jace et les Conquérants de la Lumière en France arrive en 1985 sur TF1 et franchement c'est devenu culte dans l'Hexagone. Jace fait partie de ces séries commandées par les fabricants de jouets, un peu comme Musclor. Comment ça? Au début des années 80, l'allègement de la législation américaine permet aux entreprises de jouets de prendre elles-mêmes l'initiative de séries. En 1983, Mattel crée une ligne de jouets avec des véhicules futuristes composés de parties interchangeables afin d'en créer d'autres. Et Mattel fait appel à DIC pour promouvoir leurs jouets. Bah c'est quoi ça DIC? La société de Jean Chalopin qui a créé Ulysse 31 ou même les mystérieuses cités d'or. Et Jean Chalopin va créer un monde étrange où les plantes mutantes se transforment en véhicules menaçants. Le héros Jace est à la recherche de son père, tout comme l'avait fait Jean Chalopin dans la vraie vie. Avec ses mèches blanches, Jace est vraiment dans la tendance capillaire des années 80. Moi il me fait penser à Patrice Drevet avec sa mèche sur le coin là. Ah ouais, c'est vrai. Bref, il ne s'agit pas simplement de retrouver le paternel, mais Jace parcourt l'univers tout en affrontant les monstres plantes, des créatures créées accidentellement par le daron de Jace. Le quoi? Bah je voulais dire le père. Ah d'accord. À leur tête, le vilain Discord, dans chaque épisode, envoyait ses véhicules infernaux pour affronter Jace et ses amis. Parmi eux, il y avait Herc, le contrebandier, qui m'a toujours fait penser à Yann Solo, je sais pas pourquoi. Gillian, le magicien ingénieur. Flora, la petite fille née d'une plante qui communique avec les végétaux et les animaux, et qui en plus chevauche un poisson. Smoke weed every day. Sans oublier Hoon, le petit robot écuyer qui ressemblait vachement à Nono quand même. Et c'est pareil pour leur vaisseau, il ressemble quand même beaucoup à celui de Sankukai. Hein. Bon, chaque histoire était indépendante, mais similaire dans sa construction, et cela durera 65 épisodes. Il y aurait dû y avoir une seconde saison, mais Jean Chalopin a créé un univers qui n'avait plus grand rapport avec les jouets produits par Mattel. Et les aventures n'illustraient pas du tout ce pourquoi avaient été créés les jouets. Mattel ne commandant pas de seconde saison. Pendant un temps, un film aurait dû conclure l'aventure, mais il n'a pas été réalisé, laissant Jace toujours aussi orphelin dans le dernier épisode. Bien évidemment, les gens de ma génération se souviennent du générique mythique. T'as dit quoi? Je voulais dire mythique, interprété par Nicard, qui s'est retrouvé pendant 10 semaines classé au top 50. Jace, conquérant de la lumière, tu dois conquérir. Alors cette phrase ne veut absolument rien dire, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais on s'en fout, il est trop bon ce générique. Au passage la voix off au début, c'est celle de Jean Chalopin quand même. Bref, Jace et les Conquérants, bien qu'inachevée, reste une série culte pour bien des gens de ma génération. C'est que du bonheur. C'est génial. Allez mec, on s'en fait encore un petit coup là pour finir. Ouais, vas-y. Conquérant, le combattant, les combattants, tu défies les méchants. Conquérant, le combattant, tu dois sauver ton temps et l'univers. Arrêtez, c'est nul. Non mais c'est vrai, on sait pas chanter, faut quand arrêter. même. Hein. Oh, Ça va c'était énerver pas les mal. gens. Non? Bon. Cette semaine, j'ai lu l'intégrale de Spider-Man 62-63 chez Panini, qui nous gratifie de l'apparition du héros en 1962 dans Amazing Fantasy numéro 15 d'août 1962, puis des 7 premiers numéros initiaux de la série Amazing Spider-Man publié en 1963. Sans oublier le fameux team-up où il est avec la Torche, paru en 1963 dans Strange Tales. Franchement, c'est assez dense avec les origines du personnage, son premier crossover avec les 4 Fantastiques et l'arrestation de son premier ennemi, le Caméléon, dont Garçon George a si bien chanté les louanges. On trouve aussi le Vautour, le Docteur Octopus, l'Homme Sable, Fatalis et le Lézard. Que du beau monde dès les premiers épisodes. Tout de suite, je voudrais attirer votre attention sur quelques faits amusants des débuts du personnage.
D'abord, dans Amazing Spider-Man numéro 1, bien peu d'entre nous savent que Peter Parker n'a pas été appelé comme ça à l'époque. Quoi? Oui, dans la version originale, Stan Lee l'appelle Peter Palmer. Tu plaisantes? Non, pas du tout. Et voyez plutôt cette image qui n'est pas un fake, mais le véritable original. On pourrait croire à une simple erreur, mais 4 cases plus loin, on retrouve encore le nom de Peter Palmer. Fort heureusement, la version française a effacé cette grosse bourde. Ah bah tu m'étonnes. En parlant de bourde, ça continue dans Amazing Spider-Man 3 avec le Docteur Octopus qui se plante en appelant l'araignée Superman. Non. Si, voyez plutôt c'est original. C'est amusant de se dire que Stan Lee avait voulu qu'il y ait un tiret entre Spider et Man pour justement ne pas le confondre avec Superman dont le nom était tout Et attaché. résultat, le mec il se plante quand même. Ah ouais, c'est rigolo. L'album nous montre aussi la première défaite de Spider-Man face au Docteur Octopus dans Amazing Spider-Man 3. L'araignée est atomisée et humiliée par le Docteur. Cet épisode est aussi intéressant car les auteurs veulent attirer notre attention sur les pouvoirs de Spider-Man et sur sa capacité à gravir les murs. On nous dit que c'est grâce à des ventouses. Alors, c'est n'importe quoi les amis, ce système de ventouses sur les doigts serait ennuyeux, voyez-vous. Car pour se déplacer à l'image d'une araignée, il faudrait que Spider-Man ait des doigts aussi gros que les boules de billard avec des poils comme des gros clous. Et encore, ça marcherait pas sur les vues. Bien, merci d'avoir cassé nos rêves. Bon, sinon, on voit le premier ennemi de l'araignée, le caméléon, alias l'homme aux 1000 visages, qui se fait opérer pour transformer sa peau à volonté. C'est un Michael Jackson avant l'heure quoi, hein. Ouais, ce même Michael Jackson qui a essayé d'acheter les droits de Spider-Man, mais en vain. Ah bon? Bah je te le dis. Notons aussi l'apparition de Jonah Jameson qui tout de suite s'acharne sur Spider-Man en le traitant de criminel, et cela malgré le fait que ce bon vieux Spidey a sauvé son fils alors qu'il allait s'écraser comme une merde dans sa capsule. Enculé. Et on en profite pour découvrir la première chérie de Peter Parker. Quoi? Non mais y a pas déjà Gwen Stacy? Je ne sais pas, moi. Bah non, c'est Betty Brandt, Construit pour durer. la secrétaire de Jameson, que Peter arrive à emballer, vite fait bien fait, à l'aise Blaise. Eh ben voilà. Mais surtout, on découvre le lézard, personnage emblématique dans Amazing Spider-Man numéro 6, une histoire qui ne sera jamais publiée en France, et il faudra attendre 2002 pour que les lecteurs français le découvrent dans le Panini que je vous présente aujourd'hui. Nous avons là la preuve que les Illuminati tentent depuis des années de cacher l'existence des reptiliens, théorie confirmée d'ailleurs par Thomas Edison qui aurait déclaré à ce sujet « Bien sûr ». Une autre théorie moins swag laisse penser que c'est à cause de la loi de 1949 qui censure en France, en pleine guerre froide, les revues de presse destinées à la jeunesse, surtout si elles viennent d'Amérique, et dont Lug a appliqué sa propre autocensure avant d'être victime de la vraie censure en imposant l'absence de lézards aux dents acérées et aux langues pointues. Il a une grosse queue aussi. Ouais bon bah c'est bon, tu nous l'as fait à chaque fois celle-là. Bah quoi, c'est vrai. Et oui, la censure interdisant les lézards en BD, Lug n'avait pas pris le risque de nous montrer cette histoire. Le visage du lézard était jugé trop effrayant, à n'en pas douter. Du coup, les lecteurs de Strange n'ont pas dû comprendre quand le Dr Connors apparaissait sous forme humaine dans le Strange numéro 30, dans un épisode tiré du Amazing Spider-Man numéro 32 de janvier 1966. Bah ouais, jamais auparavant on avait évoqué ce personnage, et là hop, Spider-Man déboule chez lui en lui disant « Vous vous souvenez de moi ?» Et que dire du Strange 42 de juillet 73, où Lug publie les épisodes 44 et 45 d'Amazing Spider-Man sous le titre du Retour du Lézard. Quel retour du lézard, vu qu'il n'est jamais apparu en France? Eh pauvre Goyo, ouais. Bref, cet album Panini est vraiment précieux pour ceux qui voulaient lire la première aventure du lézard. Pour en revenir à cette théorie d'une censure exercée par une commission bolchevique sur la presse infantile française, on peut émettre l'idée que bolchevique dit rouge et rouge dit planète Mars. Or, quand on regarde les photos de la planète Mars diffusées par la NASA, on voit bien qu'il n'y a pas de commission de censure bolchevique sur Mars. Donc, le mystère reste entier. Puisque nous avons parlé des reptiliens et du lézard, faisons un petit tour dans l'album numéro 2 de l'araignée, datant de janvier 1978, dont le titre est La Nuit du Lézard. Et là tout de suite, hop, pas de lézard sur la couverture, mais le célèbre Morbius. Surprise, motherfucker! Ah bah ça commence bien. À croire que même sur les albums, Lug avait peur de se faire censurer. Après qu'on se rassure, à l'intérieur de ce bel album de 80 pages, T'as un fort beau gabarit. on retrouve bien le lézard aux côtés de Morbius. L'album regroupe 3 épisodes de l'araignée datant de 1971, magnifiquement écrits par le dieu Stan Lee, assisté de Roy Thomas et divinement dessiné par Jill Kane. C'est mieux, non? Il s'agit des épisodes 100 à 102 d'Amazing Spider-Man, dont les histoires n'avaient pas pu être publiées dans le Strange numéro 95, car la censure ne voulait pas de lézard dans le magazine. Y a pas de lézard. Ce qui fait que le Strange 95 de novembre 1977 passait de l'épisode 99 de Spider-Man au numéro 103. On s'en branle. Bah
Baston généreux se succède entre Morbius et le lézard, dans une cadence soutenue. Le lézard a conservé sa queue et son faciès reptilien, ce qui fait que Lug n'a pas trop massacré l'histoire originale. Pour une fois. Il semblerait qu'il ne manque qu'une seule page dans la deuxième partie. Bref, pour une fois, on ne va pas être cinglant avec Lug, qui nous présente un ouvrage de qualité. Comme ton émission. Et c'est bon de le signaler. La dernière fois, je vous ai parlé de l'album Panini sur les X-Men et j'aimerais vous montrer cette image tirée du X-Men numéro 2. Ne voyez-vous pas une erreur grossière glissée en cette première page? Si vous trouvez la réponse, glissez-la dans vos commentaires et bien sûr, je donnerai la réponse dans le prochain mag. Voilà, cette émission est terminée, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la visionner que nous à la préparer. On se retrouve très bientôt et d'ici là, méfiez-vous des reptiliens sodomites. A plus les gus. Salut! Philippe, je sais où tu te caches. Réussis que je te bute, enculé. Ta gueule. Réussis, sale enculé. Salaud.